Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Pour se sensibiliser au changement climatique, il existe plusieurs solutions. On peut lire des rapports du GIEC par exemple. Bon, c'est pas super digeste, mais au moins c'est efficace. On peut regarder des films, écouter des podcasts comme celui-ci et dévorer des bandes dessinées. Mais on peut aussi se tourner vers une autre forme d'art, la photographie. Pas de texte, pas d'audio, juste une image. Un formidable véhicule d'émotion. Parce que pour convaincre, communiquer de l'information ne suffit pas. On ne pourra pas convaincre un climato-sceptique en lui parlant de protoxyde d'azote. Et on ne va pas embarquer une population juste en synthétisant des rapports scientifiques. Il faut aussi de l'émotion. Les inondations dans le nord, les feux en Gironde, les éboulements alpins, beaucoup d'images ont marqué des consciences en une fraction de seconde. Mais ça, c'est la conséquence. Qu'en est-il de la cause ? Comment illustrer l'accélération exponentielle du réchauffement climatique en une petite photo ? Eh bien, une photographe a trouvé la solution. Elle a réussi à remplacer 1000 mots par une image. Bonjour Marie-Lou Mauricio. Bonjour Baptiste. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, à Asnières-sur-Seine, ville que j'affectionne particulièrement. J'y ai moi-même vécu pendant 20 ans. C'est un plaisir de revenir ici en cette journée ensoleillée. Donc merci de me recevoir. Pour ceux qui n'ont pas encore la chance de vous connaître, vous êtes photographe et on aura l'occasion de revenir sur l'un de vos projets. Celui qui vous a mis le plus en lumière, celui qu'on voit aujourd'hui partout, sur la toile, sur LinkedIn, dans les expositions et maintenant sous forme de livre d'ailleurs. Un projet qui s'appelle Born in ppm. On aura l'occasion d'en reparler et surtout je vous demanderai ce qu'est un ppm, parce que l'objectif de ce podcast c'est aussi sortir de notre bulle. Le ppm c'est un terme à la fois très technique mais absolument essentiel à comprendre dans la lutte contre le réchauffement climatique et donc on aura l'occasion d'en reparler. Alors ça ne se fait pas de demander l'âge d'une femme, donc je vais dire que vous êtes né en 340 ppm. Exactement. Voilà, tout simplement, comme ça vous aurez l'occasion, chers auditeurs, d'aller voir à quoi ça correspond en termes d'années. Vous êtes donc photojournaliste militante également, et au début de votre livre, dans votre biographie, vous parlez d'une autocensure au début, que vous ne vouliez pas faire de votre passion un métier. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est un syndrome de l'imposteur ? Est-ce que vous vous dites que quand on fait de sa passion un métier, c'est qu'on travaille pas vraiment ? Non, là c'était vraiment, j'étais jeune. En fait, moi j'ai appris la photo au lycée. J'ai la chance, j'étais dans un lycée où on avait cours de photo tous les mercredis après-midi. Donc j'ai passé photo au bac. Donc je me suis posé la question au moment où on choisit son orientation. Et à l'époque, j'étais ramasseuse de balles à Roland-Garros et je voyais les photographes hommes, quasiment que des hommes, se tirer la bourre, les pellicules à l'époque, se prendre la meilleure place sur les bancs, etc. Donc pour moi, j'ai eu une image que c'était un métier masculin, et puis aussi, moi je suis fille d'immigrés et donc oser les carrières artistiques, c'est vrai que c'était pas quelque chose que j'étais prête à assumer. Donc je me suis quand même un peu renseignée, c'est un métier, on gagne peu, machin, truc. Bon, je me suis auto-censurée et j'ai décidé de le garder en passion de vie, voilà. Et ça a été quoi le déclic alors de transformer cette passion en un métier ? Est-ce qu'il y a eu un grand soir ? Oui, alors un grand soir qui s'appelle le burn-out. Donc après, finalement, j'ai fait une école de commerce parce que je voulais faire de l'événementiel. Et donc j'ai travaillé une quinzaine d'années dans des grands groupes, mais aussi dans des associations. J'ai un parcours un peu atypique. Et lors de ma dernière expérience professionnelle, j'ai fait un burn-out. Et donc j'ai été en arrêt maladie pendant presque une année. Ça a été très dur. Je me suis vraiment remis en cause. Et c'est une amie du collège qui s'est adressée à moi, qui m'a dit tu sais, si toi ça marche pas en entreprise, c'est peut-être parce que tu voulais être photographe et t'as jamais osé. Et du coup, j'ai décidé, je me suis dit, mais carrément, allez, j'ai fait une formation professionnelle pour devenir photographe professionnel, donc à 40 ans, 39 ans, je sais plus. Ça. Et d'ailleurs, dans votre biographie, vous parlez vous-même d'un décalage avec le monde des grandes entreprises. C'est ce décalage qui a provoqué le burn-out. C'est quelque chose de long terme pour ceux qui ne connaîtraient pas bien les symptômes du burn-out. C'est quoi ? C'est un moment, un jour, ça lâche ? Ou alors c'est quelque chose qui vient de jour en jour, plutôt sur le long terme ? Alors moi je suis quelqu'un de très engagé et très entière, déjà j'ai eu plusieurs ruptures professionnelles. En gros à chaque fois moi je suis créative, engagée, je peux travailler pendant des heures,
Du coup, en général, au début, les entreprises, elles aiment bien. Entreprises ou associations, là, pour le coup. Donc, en général, je me fais engager très vite. On me passe même de CDD à CDI. Ah, c'est génial, machin, elle bosse, elle bosse. Sauf que vu que je suis quelqu'un d'hyper entier, j'arrive pas à collaborer avec tout type de personnes et surtout des gens qui n'ont pas des valeurs très, on va dire, très justes ou voilà. Et c'est là où, souvent on perd. Et donc, sur ma dernière expérience professionnelle, j'étais déjà dans l'engagement. Du coup, j'en rajoutais tous les jours, des projets en plus, des projets en plus. Donc, je travaillais énormément. Et puis, on m'a pas donné assez d'équipe. Enfin, voilà, j'avais pas d'équipe autour de moi. Et donc, j'ai lâché. Pour cette raison aussi, c'est que j'avais trop de travail. Et aussi, voilà, les valeurs, elles correspondaient pas toujours à ce qu'on disait. Donc, il y a eu un sorte de double rupture, on va dire. Et vous avez repris des études au Gobelin. Vous aviez quasiment 40 ans. Ouais, non, alors c'était en plus, c'était drôle, c'était pendant le confinement. J'ai fait une formation devenir photographe professionnel. C'est-à-dire que j'ai jamais lâché la photo, j'en ai toujours fait. Lorsque j'allais à des mariages, à des fêtes de famille, je faisais toujours des photos. J'ai été dans des clubs photos, enfin j'ai toujours pratiqué. Voilà, il y a même une année où j'ai fait une photo par jour pendant 1 an. Enfin voilà, j'ai publié une photo par jour pendant 1 an. Et du coup là c'était vraiment une formation pour passer de j'aime la photo, je suis amateur confirmé à c'est un métier, parce que c'est quand même c'est un métier, on peut être autodidacte, c'est vrai, mais il y a quand même des choses à apprendre, et donc j'ai fait une formation pour devenir professionnel. Et donc vous dites la sensibilisation devient une passion. Est-ce que sensibiliser ça suffit ? Ah, c'est une bonne question. Moi c'est l'étape nécessaire en fait, voilà. Moi, j'avoue, donc je suis tombée dans le climat grâce à la fresque du climat, qui est un atelier qui permet de comprendre les grands phénomènes du changement climatique, en fait, et ses causes et surtout ses conséquences, les risques que prenne l'humanité à ne pas réduire les gaz à effet de serre. Et c'est vrai que si j'avais pas vécu cet atelier, si j'étais pas devenue animatrice, je pense que je serais pas militante. Donc c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Est-ce que vous avez eu un déclic climatique ? Vous parlez de la fresque du climat, mais c'est quoi en fait ? C'est une sensibilisation petit à petit où vous avez commencé à comprendre en tirant le fil. Alors souvent, quand on sensibilise au climat, on arrive par le prisme du CO2 et ensuite on tire la corde et on voit la biodiversité, l'eau, les conséquences sociales également du changement climatique. Et est-ce que vous, c'est comme ça que vous avez travaillé, ou alors vous avez eu un déclic du jour au lendemain ? Alors moi j'ai toujours été très engagée, voilà, j'avais déjà travaillé dans des associations, j'avais été bénévole pour la fondation Nicolas Hulot au moment de la COP21, enfin voilà, j'étais déjà engagée, j'avais déjà fait mon bilan carbone, mais sans vraiment me rendre compte que, enfin voilà, c'est comme il y a plein de pollutions, on entend parler de certaines pollutions sans vraiment creuser le sujet et comprendre, et c'est vraiment en participant à la fresque du climat. Et je me souviens, j'ai eu un sentiment de colère, hein, comme si on m'avait caché quelque chose. Alors on me l'avait pas caché parce que j'aurais pu accéder à cette information, mais en tout cas elle n'était pas si simple à comprendre, et voilà. Et je me souviens, j'étais vraiment en colère et j'ai tout de suite voulu devenir animatrice pour creuser le sujet, et voilà, c'est devenu une passion. Mais il y a vraiment eu un choc de genre, ah ouais, on m'avait pas dit tout ça, j'avais pas réalisé tout ça, j'avais pas compris que c'était aussi catastrophique. Parce que c'est vrai, moi j'avoue, au moment de la COP21, quand Fabius il a tapé sur le marteau, j'étais super heureuse. J'avais compris qu'il y avait un danger pour l'humanité, mais je pensais que c'était les organisations, les entreprises, que quelqu'un allait prendre en charge ce problème. Et j'avais pas compris qu'en fait j'étais... je devais être actrice aussi pour résoudre ce problème. En fait, on peut pas attendre que les organisations. Enfin, il faut que tout le monde se bouge, sinon ça ne marchera pas. En fait, je pense que c'est ça. J'avais un peu ce mythe, comme il y avait eu un peu la résolution du trou de la couche d'ozone, que voilà, on avait appris que l'humanité. Moi, quand j'étais petite, j'avais ça. Voilà, il y avait un grave problème environnemental. Et puis finalement, les industriels, nous, on n'avait que à changer de déo. C'était pas très compliqué, voilà. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans ce mythe, en fait. Alors, c'est génial, hein. Heureusement, on a résolu le problème de la couche d'ozone. C'est vraiment super. Mais voilà, il suffisait, entre guillemets, pour des industriels, de changer un process de gaz, quoi. Ça ne concernait pas les individus directement.
Et donc, je pense que j'étais un peu bercée, entre guillemets, de ce mythe, quoi. Et là, quand j'ai découvert la fresque du climat, j'ai réalisé, non, mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça, et ça me concerne moi, et c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué et ça me concerne beaucoup plus, en fait. Si la société civile, elle s'engage pas, si chacun, on s'engage pas, ça va pas le faire, quoi. Puis surtout, j'ai eu envie, comme moi j'avais eu le déclic, et je l'ai toujours, cette passion d'expliquer, expliquer encore et toujours. Voilà, c'est une ferveur pour se dire, pour vouloir sensibiliser un maximum de personnes, quoi. Et vous êtes aujourd'hui passé de l'autre côté, vous êtes fresqueuse, maintenant c'est vous. Oui, je suis même formatrice d'animateur. Ouais. Voilà, j'en ai fait pendant des heures et des heures. Après, en fait, c'est dans le cadre de ma reconversion, je suis devenue photographe, avec cette volonté d'être photographe engagé pour des associations, pour des fondations, et des entreprises de l'ESS aussi. Économie sociale et solidaire, voilà. Et puis, du coup, très vite, avec mon réseau professionnel, j'ai commencé à animer des fresques du climat en entreprise. Donc, j'en ai fait vraiment beaucoup d'heures, former des animateurs en interne, déployer à toute une entreprise dans le monde entier la fresque, par la formation d'animateurs, des choses comme ça, ouais. Et j'incite d'ailleurs toutes nos auditrices et auditeurs à faire cette fresque du climat. Ah ouais. 2 millions de personnes, un peu plus de 2 millions de personnes l'ont déjà faite en France. Donc voilà, si vous avez l'occasion. Et mieux encore, devenir animateur. Et de devenir animateur pour. C'est vrai que quand on passe animateur, on creuse beaucoup plus le sujet parce qu'on a envie de le maîtriser, parce qu'on a envie de transmettre. Et donc, au-delà de participer, c'est déjà l'étape 1, mais l'étape 2, elle est vraiment plus puissante. Parce qu'en voulant animer, on va encore plus chercher à comprendre et à transmettre, donc vraiment encore mieux de devenir animateur de la fresque. Et est-ce que vous êtes éco-anxieuse ? Oui, quand même. Parfois, je suis partagée entre ce sentiment qu'on aurait été l'espèce la plus documentée sur notre fin, donc où on vit un peu dans une tragédie grecque, où on sait que ce qui va arriver, c'est horrible, mais parce que les forces du mal et les forces de la finance et les forces de l'économie, de je sais pas quoi, de marché, de trucs, font que, non, Juliette va finir par mourir de façon injuste. J'exagère, mais c'est un peu ça. Donc c'est dur de se dire, putain, on a toutes les solutions, on a tous les moyens pour, mais on le fait pas parce que blablabla. D'ailleurs, on sait pas trop pourquoi, mais voilà. Et puis d'autres fois, je me dis, waouh, les énergies fossiles, ça a apporté quand même plein de choses, plein de progrès, plein de... Voilà. Alors même si on n'est qu'une partie dans le monde à jouir de la sécurité sociale, de la justice... c'est quand même super beau, quoi, d'avoir réussi à vivre comme ça ensemble, en démocratie, avec des recours. Enfin voilà, il y a quand même plein de choses positives, quoi. Donc j'essaye aussi de m'accrocher en me disant que tout ça, c'est une histoire longue, d'essayer de me remettre sur le temps long et que peut-être qu'en fait l'humanité, elle est quand même en marche vers quelque chose de plus beau, mais que forcément le parcours, il est semé d'embûches. Et ce qui nous donne encore plus de raisons de militer, c'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais que en fait, ça peut être décisif, quoi. De le faire, ça peut être décisif. Voilà. Donc, c'est ça qui me motive et qui me fait que, faut arrêter d'être anxieux. Et est-ce que, sous le prisme du réchauffement climatique, vous concevez la vie aujourd'hui comme vous la conceviez il y a 10 ans ? Alors, pas du tout. Parce que du coup j'ai changé, je crois qu'on en parlera plutôt à la fin, mais j'ai changé pas mal d'habitudes. Nous aurons les questions autour de la pâtisserie habituelle. Bien sûr, j'ai changé. Moi, je suis surtout, j'ai 2 enfants. C'est sûr que quand ils sont nés, je me suis pas posé la question. J'avais envie d'avoir des enfants, etc. Je sais pas si j'avais 30 ans aujourd'hui, j'aurais fait des enfants sûrement, mais peut-être j'aurais réfléchi autrement, peut-être ou pas, je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a 10 ans, j'étais moins préoccupée de ça. J'étais plus dans ma vie, alors tout en étant quand même engagée, en faisant attention, en mangeant bio, des trucs comme ça. J'étais moins habitée par l'engagement, en tout cas climatique, pas du tout, quoi. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que mes parents, donc ils étaient d'origine portugaise, ils ont travaillé toute leur vie au Portugal, ils sont repartis vivre dans le sud du Portugal. Donc moi, le changement climatique, au-delà de là, par exemple, on est au mois d'avril, le soleil est très chaud, en fait. Je trouve que c'est vraiment, ça brûle bizarrement, quoi.
Mais moi, j'ai mes parents toutes les semaines qui me disent il pleut pas, il pleut pas, il pleut pas. Et ça leur arrive parfois de m'appeler pour me dire ah, il a plu. Et là, tu te dis, donc là, tu es dans une situation où tes parents, dans le sud du Portugal, t'appellent en hiver pour te dire il pleut, on est super heureux. C'est quand même très angoissant. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'aurais même pas pensé que peut-être, moi, j'avais toujours un peu cette projection un jour de repartir à la retraite au Portugal, dans ce qu'ils ont construit, voilà, une maison dans le sud, un peu le patrimoine familial, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit possible, que dans 20 ans, je puisse aller vivre sur ce territoire. Ça, c'est très dur. Ça, c'est quelque chose qui, il y a 10 ans, m'était inconcevable. On savait qu'il y avait un réchauffement, mais voilà, plus on a connu un incendie qui s'est arrêté à la porte de la maison. Donc, vraiment, et cette angoisse de l'eau, vivre cette angoisse de l'eau. Voilà. Ouais, ça c'est un truc que j'avais pas il y a 10 ans du tout. Un effet très concret du changement climatique. Je vais passer à votre travail, mais d'abord une dernière question sur vous. Il y a 2 prises de parole qui m'ont marqué ces dernières années. Enfin, il y en a un peu plus, mais 2 en particulier. Une de Thomas Pesquet, une de Valérie Masson-Delmotte, qui parlait des exemples dans la société. Alors Thomas Pesquet, lui, disait qu'il faut plus de femmes astronautes, parce que quand vous êtes une petite fille, si vous ne voyez pas de femmes astronautes, vous ne voulez pas devenir astronaute. Et Valérie Masson-Delmotte, elle disait qu'il faut plus de femmes dans les milieux scientifiques, parce que quand vous êtes une petite fille, si vous ne voyez pas de femmes scientifiques, vous ne voulez pas devenir scientifique. Est-ce que vous, justement, le fait d'être auto-entrepreneur, de vous battre, d'aller justement avec vos convictions, de faire vos photos, est-ce que justement vous avez aussi ce rôle d'exemple, voilà, pour les petites filles qui justement peuvent un petit peu s'auto-censurer? Et si je dis ça, c'est pas totalement anodin, parce que nous avons une conversation juste avant. En fait, souvent dans le podcast, quand j'invite des hommes, eh bien, on me répond dans la minute, on me dit il n'y a pas de problème, je peux vous parler de tout, il n'y a aucun souci, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et régulièrement, c'est plutôt les femmes qui me disent ah mais je sais pas, est-ce que je serais légitime ou autre, etc. Alors que en fait, toutes ces personnes sont parfaitement autant légitimes les unes que les autres, mais il y a une espèce d'auto-censure qui se fait. Donc voilà, est-ce que vous, voilà, un de vos rôles aussi, en tant que photographe de plus en plus connu, de plus en plus médiatique, avec justement ce projet Born in PPM, vous avez aussi un combat pour que les femmes arrêtent de s'auto-censurer? Je le fais pas pour ça, mais c'est sûr que ça me fait plaisir. D'avoir un projet qui fonctionne en étant une femme. Après, c'est vrai que dans la photographie, il commence à y avoir des mouvements, des associations, parce que c'est vrai que les femmes sont sous-représentées. Alors, je ne sais même plus les cartes de presse, mais je crois qu'en carte de presse, il y a moins de 10% de femmes, quelque chose comme ça. Donc, c'est un mouvement un peu global. C'est vrai qu'en photo, il y a beaucoup de femmes qui sont plutôt dans la photo de maternité, de mariage, des trucs comme ça. Alors pour nos éditeurs, sachez que nous ne sommes pas seuls dans la pièce, il y a un chat voilà, qui fait un peu des siennes, donc ne soyez pas étonnés. Ce que je disais, oui. Donc non, je suis contente, c'est sûr que... Voilà, après, je sais pas si je suis rôle modèle ou quoi, ça je me rends pas du tout compte. Après, c'est vrai que des fois, j'ai envie de me forcer. C'est vrai que souvent, et en tout cas, moi, je suis toujours à me demander est-ce que je suis crédible? Est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? Est-ce que c'est... Je suis vachement dans la remise en cause. Il semblerait que pas toujours les hommes. Bon, ben voilà, on y travaille pour que ça se rééquilibre. Mais voilà, je sais pas particulièrement... C'est vrai qu'après, parfois, on ne se rend pas compte, mais par exemple, je ne sais plus, une fois, j'avais consulté la liste des personnalités préférées des Français, et je crois que la première femme, elle arrivait en 19e place, et c'était Florence Foresti, quoi. Et là, je m'étais rendu compte à quel point... D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'embête un peu dans mon projet. Quand je parle de personnalité, j'ai plus de personnalités hommes, alors que je pense qu'en global, j'ai pris plus de photos de femmes, mais que dans les personnalités, il y a plus d'hommes. Du coup, quand on va citer, les gens veulent citer les noms connus, ben c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Donc, heureusement, récemment, ça s'est un peu rééquilibré parce qu'il y a Laurence Toubiana qui a participé, j'ai Anne Hidalgo qui a participé, mais pendant longtemps, j'avais quasiment des noms d'hommes un peu célèbres et c'était quelque chose qui me gênait, quoi. J'avais envie aussi d'aller chercher des femmes connues pour avoir un équilibre quand les personnes voulaient citer les personnes célèbres qui avaient participé, quoi. Ça m'agaçait, ça par exemple. Alors
venons-en justement à votre travail, à ce projet Born in PPM. Alors Born in PPM, donc c'est un projet donc photographique que vous avez lancé en 2023, si je ne dis pas- 22, et qui aujourd'hui s'est matérialisé sous forme de livre. Alors je le tiens entre les mains, je ne sais pas si on peut entendre les pages se tourner. Évidemment, dans la description du podcast, je mettrai le lien pour se le procurer, évidemment. Alors déjà, Born in PPM, Born in, ça jusque-là ça va, mais en général, Born in, il y a une date derrière, pas des lettres. C'est quoi un PPM ? Alors, PPM, c'est partie par million, c'est la mesure qu'on utilise pour mesurer le CO2 dans l'atmosphère, tout simplement. Donc, pour faire simple, c'est comme kilomètre pour une distance, mais pour des molécules ou des particules chimiques, c'est une mesure qu'on utilise. Donc, il n'y a pas que des ppm de CO2, il y a des ppm de plein d'autres gaz, plein d'autres particules chimiques. Voilà, donc, mais elle est connue parce que c'est celle qu'on utilise pour mesurer le CO2 dans l'atmosphère. Et alors, pourquoi cet indicateur plus qu'un autre ? Alors, en gros, donc moi, lorsque j'ai découvert le problème du climat grâce à la fresque du climat, ce qui m'a vachement marqué, c'est que donc, le CO2 est une particule inerte, et donc quand elle part dans l'atmosphère, donc quand on brûle des énergies fossiles, ça émet du CO2, et ce CO2, donc quand il s'envole dans l'atmosphère, enfin il part, il va rester là pendant très longtemps, entre 100 et 10 000 ans, quoi. Et ça, moi, personne ne me l'avait expliqué. Moi, j'ai pas fait d'études, j'ai plutôt fait des études éco, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de physique. Et puis aussi, on se rend pas compte à quel point notre vie, elle est régie quand même par des lois physiques. Et donc, ça m'a vachement marqué. Et j'ai voulu démocratiser ces ppm, ce taux de carbone qui augmente de façon, alors officiellement pas exponentielle si on prend une vraie ligne, mais quand même, surtout ces dernières années, ça s'accélère, quoi, ça augmente de plus en plus vite ces dernières années. Et donc, j'ai voulu utiliser ce marqueur pour rendre le CO2 visible. En fait, le CO2, c'est inodore, incolore, c'est invisible à l'œil. Et du coup, j'ai voulu lui donner un visage et j'ai trouvé cette façon de le faire connaître en associant des individus avec le taux de CO2 à leur année de naissance. Voilà. Donc après, born in, ppm, c'est un jeu de mots parce qu'en anglais, si on parle bien anglais, on dit born at, voilà, temps de ppm. Mais moi, j'ai voulu justement montrer qu'on remplace, qu'aujourd'hui... Une fois, c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, c'est comme à un moment, il y a eu avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. » C'est un peu une blague pour tirer le fil, mais c'est-à-dire qu'on change, on change sa façon de concevoir son année de naissance avec les ppm pour comprendre le lien entre nous et le changement climatique, quoi. Donc, cette série de portraits, en fait, moi, je l'ai fait de façon très spontanée dans mon salon. En fait, ce qui s'est passé, c'est pendant la COP27. La COP27, elle a été en Égypte. Et du coup, il y a l'année d'avant, la COP26, c'était à Glasgow. Donc, il y avait eu énormément de militants qui s'étaient déplacés. Et donc, il y a des personnes qui ont voulu dire il y aura moins de monde en Égypte, donc il faut créer des projets artistiques pour parler du climat. C'était 2 fresqueuses qui ont créé donc, ce truc qui s'appelait Plein Phare sur la COP27. Et moi, ce projet, je l'avais un peu en tête de lier l'année de naissance, voilà. Et donc, je me suis décidée pour la COP27 de créer ces visuels. Donc, j'ai fait venir des personnes âgées, moins âgées, des personnes étrangères, de plein d'origines différentes dans mon salon pour créer ces 30 premiers portraits, voilà. Et ça qui est génial avec votre livre, c'est qu'en fait, en un coup d'œil, on voit juste avec l'âge de la personne, donc le taux de concentration de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est particulièrement impactant. Comme vous le disiez, donc il y a des photos, il y a aussi des témoignages dans ce livre, beaucoup d'ailleurs de très beaux noms qui ont co-signé. Comment est-ce que vous les avez choisis ? Est-ce que c'est des gens dont vous aviez déjà tiré le portrait, des gens que vous connaissiez ? Est-ce qu'il y a le thème de la décroissance, il y a le thème de l'éco-anxiété, il y a une préface d'un climatologue que certains connaissent, un certain Jean Jouzel, qui a préfacé ce livre. Comment est-ce que vous l'avez co-construit avec eux ? Alors, avant ça, donc des 30 portraits dans mon salon. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invitée sur des événements et j'ai pris pas mal de célébrités, de personnes, on va dire,
connus dans le monde de l'engagement, type Yann Arthus Bertrand, mais aussi Emma Aziza, pour citer une femme, enfin voilà. Plein de scientifiques. Et du coup, l'aventure, elle s'est prolongée jusqu'au jour... là, récemment, j'ai fait en tout plus de 5000 portraits, parce que ce studio, je le pose en entreprise, je vais dans des associations, je vais sur des événements, pour faire vraiment connaître aux personnes les PPM, voilà. Donc le livre, ça a été une aventure. Donc c'est un livre photo. Donc l'éditeur, c'est les éditions Odyssée. C'est donc d'abord un livre de photos. Sauf qu'avec, j'ai décidé sur la partie éditoriale de travailler avec Anne-Sophie Novelle et Marie Vabre, qui sont 2 journalistes qui travaillent sur l'environnement, sur les limites planétaires et sur aussi les solutions. Hein, c'est important aussi. Et on a construit ce projet. Et donc en gros, l'idée, c'était surtout une idée d'Anne-Sophie d'amener aussi un éclairage pour aider les personnes à décrypter le projet et tous les enjeux qu'il y a autour. Donc on a pris la liste des personnes... plutôt on a pris la liste des sujets qu'on voulait aborder et on a réfléchi à quelles personnes avaient participé et qu'on pouvait solliciter. Et puis, on a été en chercher d'autres. Par exemple, Cécile Duflot, je n'avais pas prise en photo, mais on lui a demandé de parler de l'injustice climatique. Voilà. Une autre chose dont je n'ai pas parlé pour le projet, c'est qu'en fait, moi, je parle des émotions aussi. Tout à l'heure, on a parlé d'éco-anxiété. Et tu as parlé du fait qu'il y avait Alice Desbioles, docteur Alice Desbioles, qui décrypte en fait le problème de l'éco-anxiété. C'est qu'en fait, à chaque fois que je prends en photo les personnes, il y a une interview sur ce qu'elles ressentent face au changement climatique. Et c'est elles qui décident comment elles se mettent sur la photo, quel message elles veulent faire passer. Du coup, c'est à la fois un projet global, mais à la fois très individuel. C'est-à-dire que la personne, elle a un portrait qui, en tout cas, reflète son ressenti ce jour-là par rapport à la cause climatique. Donc, c'est vrai que pour moi, et je pense que c'est ça l'originalité, c'est que j'ai lié une donnée scientifique assez froide, en fait, les BPM un peu techniques, etc., mais qui permet de voir qu'il y a un problème, hein, puisqu'on voit que Jacqueline, elle est née il y a 100 ans à 305 ppm, et que là, le bébé qui vient de naître en 2024, il est né à 424, donc on voit qu'il y a quand même une grosse augmentation en un siècle, quoi. Là, c'est exponentiel. Là, c'est exponentiel, voilà. Et puis... mais à la fois, y a ce côté émotion, quoi. Émotion qui appartient à chacun. En fait, il peut y avoir des personnes, ça m'est arrivé dans des endroits un peu grand public, de tomber sur des personnes qui disent « Oui, je m'en rends pas trop compte ». Je me rappelle d'un jeune qui avait posé en le mettant derrière son bras et en tournant le dos en se disant « Je sais que ça existe, on fait que de me dire que ça va être horrible, mais je m'en rends pas compte, donc voilà, c'est là ». Ça, c'est intéressant. Une non-posture peut être une posture aussi. Après, bien sûr, on a des gens qui lèvent le poing, qui sont plus militants, d'autres qui disent stop, d'autres qui pleurent. Enfin, voilà, il y a un peu toutes les panels d'émotions. Et je pense que c'est ça qui touche, ça. C'est que, en fait, on a tous quelque chose à dire, puisque malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas... personne n'est épargné, en fait. Tout le monde est touché par le changement climatique. Tout le monde. Et tout le monde a un lien très personnel, finalement, oui. au changement climatique. Je me souviens, c'est l'anecdote qui souvent me revient. C'était dans le métro de Londres. Il y a des affiches qui disent « Don't be someone's subway story ». Donc, ne devenez pas l'histoire de métro de quelqu'un. Finalement, on a tous une histoire de métro. Un portefeuille piqué, une main aux fesses. Hein, voilà. Enfin, tout le monde a une histoire. Des trucs sympas aussi. Voilà. Alors, oui. Alors, je voyais dans le sens plutôt négatif de la chose. Il peut y avoir quelqu'un qui t'aide à porter ton caddie qui est lourd ou ta poussette. Ça, oui, c'est sympa aussi. C'est vrai, oui, c'est mon côté pessimiste. C'est vrai, je vais parler que d'histoires négatives finalement. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens ont une histoire de changement climatique finalement. Oui, c'est sûr. Et donc c'est pour ça que tout le monde a son anecdote. Et donc c'est pour ça aussi que c'est très intéressant dans ce livre. Là, je l'ai sous les yeux. J'ouvre une page au hasard, je tombe sur Timothée Paric. Ouais. Voilà, alors Timothée, voilà, ce qu'on voulait, c'est qu'il y a des carnets au début, plus décryptage, et aussi et après. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi. En fait, le livre commence, et l'originalité de ce livre, c'est que j'ai réuni tous les portraits. Enfin, des personnes qui sont nées entre 1925 et 2025, il y a toutes les années de naissance. Je sais même pas s'il y a beaucoup de photographes qui ont déjà fait cette prouesse. D'ailleurs, merci, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues poser avec leurs grands-parents pour me permettre de trouver les dernières années.
qui me manquait, mais c'est vrai, donc c'est un livre qu'on ouvre et puis qu'on peut feuilleter, découvrir des petits témoignages, des plus grands décryptages, et puis la conclusion, donc préface de Jean Jouzel et conclusion de Jane Goodall, qui est une grande éthologue internationale. Donc non, vraiment, et à la fois, c'est un livre que je veux aussi aider, qui se veut être un outil de sensibilisation. Donc j'ai inclus dans la couverture les courbes du climat, où on voit d'un côté la courbe du carottage de glace de Jean Jouzel, où on voit les 800 000 ans de courbe de ppm qui dépassent jamais 300, hein, et donc maintenant, je vous rappelle, on est à 425. Et de l'autre côté, les projections du GIEC, parce que c'est bien de parler de ppm, mais il faut se rendre compte qu'en face, c'est aussi des températures globales qui vont augmenter, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours réduire, agir et en parler. Je pense que c'est les 3 trucs qu'il faut faire, quoi. Et dans ce livre, donc Born in ppm, donc vous l'avez rappelé, 1925-2025, au moins un portrait. Il y en a plusieurs par année. Ouais. Voilà pour montrer l'évolution. Donc avec toutes ces personnes qui s'écrivent leur taux de ppm où ils le souhaitent sur leur corps, avec la posture qu'ils le souhaitent. Et donc si je vais en 340 ppm, il y a 3 beaux portraits. Donc il y a Anne-Sophie Novelle, que vous avez citée, donc journaliste spécialisée de ces sujets. Michael Jérémiaz. Alors moi, je suis tennisman depuis longtemps, je suis fan de tennis, donc Michael Jérémiaz fait évidemment partie de mes sportifs préférés. Et à droite, il y a une certaine Marie-Lou Mauricio, Ouais. voilà, née en 340 ppm. Alors vous avez choisi... Alors vous ne l'avez pas écrit, vous l'avez carrément tatoué, Ouais. votre taux de concentration de CO2 de votre année de naissance. Et vous, eh bien, vous montrez votre biceps. Voilà, Ouais. pourquoi c'est votre force face au combat? Ouais, c'est ça, il faut y aller, quoi. Il faut résister. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le mot. On peut tellement se faire engloutir par le mensonge, hein. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, les gens qui nient le changement climatique ou qui mettent le doute, c'est des menteurs, enfin, clairement. Ouais, donc on est obligé de se battre parce qu'ils ont plus de moyens que nous. Sauf que nous, on a la force militante, la ferveur, et puis on est très nombreux. On se rend pas compte, mais je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne pense à vouloir changer les choses. Donc, ouais, se battre. Après, moi, je l'ai tatoué parce que... Alors, j'ai tatoué au moment où j'avais fait les 30 portraits dans mon salon et je savais pas que ça allait en devenir cette grande série, ce livre, ces expositions et tout ça. Mais c'est aussi... ça s'appelle le Protest Tattoo. C'est une histoire dans le climat. Enfin, ça fait partie de l'histoire des militants climat. En fait, lors de la COP21, il y a des militants qui étaient rentrés au British Museum et qui s'étaient tatoués leur ppm en guise de contestation que British Petroleum était le mécène principal. Donc comment l'art peut être financé par les majors pétrolières et alors qu'on doit absolument réduire la combustion des énergies fossiles. Donc ça s'appelle le protest tattoo. C'est comme ça que j'ai eu aussi un peu la puce à l'oreille de trouver cette idée. Greta Thunberg aussi signe depuis très longtemps Born at tant de ppm. Donc voilà, ça devenait un peu un marqueur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens... Alors, je ne l'ai pas mesuré, je ne vais pas faire d'impact... Il y a des gens qui me demandent, oui, tu as fait une mesure d'impact. Je dis, c'est de l'art, donc bon, on ne sait pas. L'impact de l'art, il est diffus, mais il existe, j'en suis sûre. Mais il y a pas mal de gens qui signent maintenant sur LinkedIn, born in ou born at, ou né en temps de ppm. Donc ça, c'est vraiment une petite victoire pour moi. Et dans les biographies, sur les réseaux sociaux, sur les CV aussi, il y a des gens qui mettent plus leur date de naissance justement pour engager une conversation, ils vont mettre leur année de naissance en ppm. Donc c'est sympa ça me fait plaisir. Et j'allais vous parler justement du rôle de l'art. Parmi les nombreux témoignages qu'il y a dans le livre, il y a Laurane Germont, Ouais. donc, qui est historienne de l'art. Et donc justement, c'est la question que je me pose, le rôle de l'art dans la lutte climatique. Finalement, un rapport du GIEC, c'est très bien, mais il manque une chose, c'est les émotions. Et vous, c'est ce que vous apportez finalement? Ouais, non, c'est sûr que derrière des données scientifiques, c'est complexe pour certaines personnes d'aborder. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Même la frise du climat, je l'ai fait dans plein de types auprès de plein de personnes. Ça peut être dur à comprendre. C'est un peu froid un rapport du GIEC quand même. Oui, alors ça peut être un peu froid et un peu difficile. C'est pour ça que d'ailleurs j'aime bien la frise du climat, parce que c'est déjà une façon plus simple et plus collaborative d'aborder le rapport du GIEC. Mais c'est pas de l'art. Mais c'est pas de l'art, effectivement. Non, mais l'art, ça apporte une dimension universelle. Voilà. Ça touche
En fait, moi, je sais pas si mon projet, il parle du rapport du GIEC. Même si les ppm de CO2, il y a le schéma dans le rapport du GIEC. Mais surtout, moi, ce qui me passionne, c'est savoir ce que les gens ils ressentent, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, comment... Ouais, c'est ça qui me passionne. Et on me demande même parfois, t'en as pas marre, j'ai fait plus de 5000 photos et tout. Et hier, j'ai eu un alors, shooting. vous en avez marre Non, en fait, c'est ça la ferveur militante. Hein. C'est comme Al Gore à 77 ans sur scène qui répète encore les contenus de La Vérité qui dérange, un documentaire qu'il a sorti il y a presque 20 ans. C'est que non, on est toujours prêt à répéter, expliquer. Et moi, ce qui me passionne, c'est aussi récolter le témoignage des gens, quoi. Je trouve que c'est passionnant de savoir ce qu'ils ressentent. D'ailleurs, ce livre, j'aimerais bien... Je l'ai un peu conçu comme une trace que j'ai envie de laisser pour des gens qui se demanderaient dans 100 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ? Ils avaient tout, ils savaient tout, ils avaient tout en main. Pourquoi ils n'ont pas changé, quoi ? Et je trouvais que c'était bien d'avoir laissé une trace de témoignage de ce moment un peu bizarre où on a l'impression qu'on peut encore faire quelque chose pour agir, mais que pourtant ça n'arrive pas. Enfin voilà, c'est ça qui m'anime. Et en parlant justement de témoignages, il y en a un autre que je voulais citer, celui de Christophe Cassou, donc climatologue éminemment reconnu. Lui, il parle de l'indignation scientifique. Est-ce qu'il y a une indignation culturelle ? Je trouve que pas assez. Pas assez ? Ouais, je trouve que le monde de l'art... D'ailleurs, moi, mon projet, pour tout vous avouer, il n'est pas très reconnu par le monde de la photo. Pas du tout. Franchement... Comment vous le mesurez, ça ? Parce que, c'est des retours ou au contraire des non-retours, peut-être ? Voilà, des non-retours. Après, c'est vrai que moi, je passe pas des heures à postuler sur des prix photo, mais j'ai fait ce qu'ils appellent des lectures de portfolio. Je montre mon projet et ça reste quand même très froid. On trouve que c'est un peu de la photo promotionnelle ou marketing. Ou... Je sais pas, ça accroche pas du tout. Donc au début, j'étais un peu vexée parce qu'on aime bien avoir la reconnaissance de ses pairs et tout. Et puis finalement, moi, je me dis... je continue mon combat parce que c'est ça qui est chouette, c'est de toucher les gens en fait. Donc avoir des reconnaissances, des prix, des machins, c'est bien, mais ce qui est important, c'est que ça touche les personnes, quoi. Et ça, j'ai l'impression que quand même mon projet il a touché du monde, quoi. Mais est-ce que finalement c'est pas plutôt une bonne nouvelle que le monde de l'art se questionne finalement? Justement, je sais pas, est-ce qu'il questionne ou est-ce qu'il rejette? Est-ce qu'il questionne ou est-ce qu'il rejette? Moi, je trouve que quand même, encore en France, les majeures pétrolières, elles financent, comme elles financent encore le sport. Faut imaginer que le rugby est totalement sponsorisé par un énergéticien qui fait partie du problème. Et oui, Antoine Dupont est sur les pompes à essence de Total Energy. Ça, c'est quand même un gros problème aujourd'hui. Et du coup, le monde de l'art, c'est pareil. Aujourd'hui, les plus beaux musées, ils ont encore des majeures pétrolières qui financent, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est pas pour ça que mon projet est pas reconnu? Mais je trouve que le monde de l'art, il y a une partie de l'art qui est militant, mais il y a aussi une partie du monde de l'art qui est très entre soi et qui est très financée par les énergies fossiles. Donc, est-ce que mon projet rentrerait dans ce type de musée? Je suis pas 100% sûre. On me l'a pas dit comme ça, mais je comprends que je sois pas retenue dans certains lieux. Voilà. Mais c'est un ressenti, mais voilà. Alors, je vais me faire l'avocat du diable face à la militante que vous êtes, mais si ces majors ne financent pas l'art, qui le ferait ? Je sais pas. C'est toujours le même problème. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Après, on a normalement de l'argent public. Aujourd'hui, les subventions pour la culture, elles sont de plus en plus coupées. On voit ce qui s'est notamment passé en région, c'est Loire-Atlantique, non ? Je sais plus. Enfin, voilà, plus on coupe les financements publics, plus il y a des privés qui doivent arriver. Mais pourquoi couper ces subventions publiques ? Ça, je pose la question. Quand on a 3300 milliards de dettes, c'est vrai qu'on doit faire des arbitrages. C'est la culture, finalement, culture, ouais. Je sais pas. Qui est l'une des victimes de ces arbitrages. Oui, peut-être. Après, c'est voir quel est l'essentiel, quoi. Est-ce que c'est de la subvention à certaines entreprises ou est-ce que c'est la subvention à l'art ? Je peux pas, je suis pas politique, j'en sais rien. Après, c'est juste que... Voilà, je sais pas, en fait. Je sais pas si ça a un lien. En tout cas, moi, j'ai décidé de faire mon truc. C'est un peu comme Yann Arthus Bertrand aussi. C'est un grand photographe français, mais le monde de la culture,
En fait, est-ce qu'on est plus militant, activiste ou est-ce qu'on est plus photographe ? En fait, moi, à la rigueur, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est toucher les gens, faire parler du climat, faire parler des causes. En fait, c'est ça le plus important, quoi. Ce que vous avez réussi à faire, finalement. Voilà. Vous citez Yann Arthus-Bertrand, aujourd'hui, sur le service public, à la Fondation Good Planet, etc. Voilà. On voit énormément son travail. Votre travail commence à se disperser un peu partout. Vous vous exposez. Il y a quand même des très grands noms et des personnalités très reconnues qui sont venues devant votre objectif. C'est aussi une preuve de reconnaissance, quand même. Oui, non, c'est sûr. Ah non, mais moi, j'ai de la reconnaissance et je veux dire, après, j'ai tout autofinancé. Voilà, alors, le site internet Born in PPM où on peut aller voir, découvrir les portraits, j'ai tout autofinancé. Enfin, voilà, après, ça demande aussi du courage, une volonté d'être indépendant. Voilà. Après, j'ai eu un très, très beau partenariat avec la mairie de Paris. Mais pareil, à l'origine, c'était plutôt la mobilisation. C'est le département de la mobilisation citoyenne au climat, pour le plan climat, qui m'a approché et avec qui j'ai monté ce partenariat. Donc c'est vrai que moi, j'ai plus... Mon projet, il touche l'art, mais c'est vrai qu'il va plus être abordé par des personnes qui essayent de faire comprendre le changement climatique, clairement. Voilà. D'ailleurs, en parlant de reconnaissance, quelqu'un a dit que votre travail était d'une sensibilité rare et une source d'inspiration. Qui a dit ça ? Je sais pas. C'est Jean Jouzel dans la préface du livre. Ah oui, c'est vrai qu'il a des très beaux mots, Jean. Donc, comme quoi, vous parlez de reconnaissance, quand Jean Jouzel parle de sensibilité rare et de source d'inspiration, je pense que la reconnaissance, vous Jean Jouzel, quand je l'ai pris en photo, c'était à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et j'ai été le voir hyper stressé. Bonjour Jean, c'était un peu au début du projet. J'ai un projet photographique, j'aimerais tellement, genre vraiment la fan, quoi. Il y a des gens, c'est Lady Gaga, moi c'est Jean Jouzel, et il s'est tourné vers moi, il m'a dit mais je connais votre projet, je serais ravie de participer, mais j'étais genre, mon cœur il a chaviré, genre waouh, Jean Jouzel, le papa des PPM. Et vous n'aviez même pas besoin de vous présenter. En plus, c'est ça qui est et génial. Donc, et après, c'est avec Anne-Sophie, on lui a demandé d'écrire la préface, et quand il a accepté, pareil, mon cœur, je suis tellement fière. Et puis en plus, dans cette préface, il témoigne de l'histoire, justement, du fait que c'est grâce à ces recherches du carottage de glace qu'on a vraiment créé le lien, qu'on a prouvé le lien scientifique entre le taux de carbone dans l'atmosphère et les températures et le dérèglement climatique. Donc c'est incroyable qu'il ait accepté de faire cette préface. Ouais, le travail de Jean et l'intuition géniale de Claude Lorius aussi, dont il parle dans le premier épisode de Comment est votre climat. Voilà, je vous incite à aller l'écouter. Avant d'aller vers la dernière partie de l'émission, j'ai une dernière question sur votre travail. Est-ce que vous avez vous avez des inspirations scientifiques et militantes, évidemment, ça on en a parlé. Est-ce que vous avez des inspirations artistiques dans votre travail, des photographes qui vous ont inspiré, qui vous ont permis de vous faire l'œil sur votre travail? Alors le noir et blanc, c'est drôle parce que quand j'ai eu envie vraiment j'avais l'idée en tête, et pour le projet plein phare sur la COP27, donc j'ai fait un sort de mood board où j'ai pris des photographes type Jean Loussieff, des photographes qui sont vraiment à fond dans le noir et blanc, qui font des beaux portraits, etc. Et d'où j'ai créé vraiment cette volonté. Je me suis beaucoup posé des questions sur le noir et blanc, aux couleurs. J'ai fait plein de tests, etc. Donc, moi, j'aime la photographie. Je suis une passionnée de photographie. Donc, ça, c'était pour le côté plus, on va dire, l'aspect artistique. Après, pour le côté militant, c'est vrai qu'il y avait déjà eu une série de photos qui continue d'ailleurs, qui s'appelle Story Children, où en fait, c'est 3 personnes qui demandent donc il y a un photographe et 2 militants de climat qui demandent aux personnes de poser avec la pire excuse qu'ils diront à leurs petits-enfants. Ça s'appelle la pire excuse, et du coup, on pose avec un panneau, il y a écrit la pire excuse qu'on dira à ses petits-enfants de ne pas avoir agi. Voilà. Et je pense que ça m'a aidé à l'idée de créer comme ça, une série individuelle où les gens ils posent avec leur message individuel. Donc en fait, il y a déjà eu une inspiration dans le militantisme climat et photo, quoi. Vous me tendez la perche, là. C'est quoi votre pire excuse, vous ? Alors moi, on m'avait demandé que ça soit un peu original, et du coup, à l'époque, j'étais plus... c'était vraiment... quand j'ai posé, j'avais mis... parce que je pensais que la viande poussait dans des barquettes en plastique. Voilà. Ah.
Enfin, Mais c'est parce qu'il m'avait demandé de mettre un truc un peu original, parce que tout le monde met un peu les mêmes trucs. Et du coup, c'est vrai que c'était pour faire un clin d'œil au fait que je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est que les hommes se sont tellement éloignés de la nature. Voilà, il y a des gens, ils rentrent dans le supermarché, ils pensent que tout ça est arrivé comme par magie. Et voilà. Donc c'était un clin d'œil à aussi un peu le problème de la production, de l'agro-industrie, etc., qui est aussi un autre gros problème. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans une épicerie coopérative, et dans mes changements, mais je sais que c'est des questions qui arrivent. ça arrive juste après. Justement, j'ai une dernière question avant d'en arriver là. Quelle est la suite pour le projet Born in PPM? Parce que là, vous avez donc des très beaux partenariats, notamment celui avec la mairie de Paris. Vous avez exposé sur les quais de Seine, la grande classe. Aujourd'hui, donc, il y a ce livre, Born in PPM. Quelle est la suite? Alors déjà, ce week-end, on a fait un énorme collage. Donc ça m'a beaucoup plu. Je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant En fait, on propose aux gens de coller une photo à leur année de PPM, et c'est un bon moyen de sensibiliser aussi le grand public dans des événements où il y a des gens qui passent dans la rue. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc une autre façon d'utiliser le projet, de créer des collages où il y a une graduation comme ça, j'aimerais bien le refaire. J'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Et puis après, cet été, j'ai une expo en Suisse, à Genève, dans un vrai musée pour la première fois, ça s'appelle Quai Libre. C'est un lieu qui appartient à la Société industrielle de Genève, qui est l'opérateur public de l'électricité, de l'eau et les déchets, je crois, de Genève. Voilà. Donc Genève, Quai Libre, cet été, vous avez... Ouais, cet été, à partir de juillet, à partir de juillet, voilà. Du coup, pour moi, le projet Born in PPM, je vais continuer toujours s'il y a des organisations qui souhaitent que je pose le studio pour sensibiliser toujours. Après, c'est vrai que je continue à être photojournaliste, je continue à être aussi photographe pour des entreprises engagées comme j'ai dit, dans l'ESS ou des associations. Et puis après, j'ai une idée d'un autre projet photographique qui serait autour de la santé environnementale ou des pesticides, qui pour moi est un combat... Enfin, je veux dire, là, on marche encore sur la thèse, on est en train d'empoisonner le vivant et nos corps. En fait, comme les ppm se sont cumulés dans l'atmosphère, les pollutions chimiques se cumulent dans le vivant et dans nos corps. Donc, un autre problème de cumul. J'aimerais bien travailler sur un projet autour de ça, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour inciter nos auditrices, nos auditeurs à aller sur le site du Monde, qui a sorti une carte il y a quelques jours sur les entreprises les plus émettrices de PFAS, ces fameux polluants éternels. Ça, vous pouvez voir si autour de chez vous, potentiellement, il y en a et il y a plus aussi une super carte à consulter qui s'appelle Tous exposés, qui a été faite par plusieurs. Et là, c'est sur les pesticides, pour voir près de chez soi à quel point on est exposé aux pesticides. Où est-ce qu'on peut trouver ça ? Ça s'appelle tousexposés.com ou .fr, je ne sais plus, et c'est plein d'associations qui se sont mis ensemble, Génération Future, On est prêt, qui ont réuni plein de monde pour faire cette carte. Alors forcément, les données sont plus compliquées que les ppm, parce que c'est très diffus, mais ça nous donne une idée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont touchés vraiment directement par les pesticides, donc c'est vraiment important aussi C'est un autre combat de doute, de marchand de doute. Voilà. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission, la partie sucrée. Alors bon, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous voyez à peu près où je veux en venir. Donc je vais vous poser 2 questions. La première, c'est au nom de la lutte contre le changement climatique. De quoi seriez-vous prête à vous passer ? Et de quoi vous ne seriez absolument pas prête à vous passer ? Et donc, comme d'habitude, je réponds à la deuxième question. Moi, je ne serais absolument pas prêt de me passer d'une part de flan. Donc, j'ai apporté une part de flan. Alors, je sais que vous avez la maladie de cœliaque, vous ne pouvez pas manger de gluten. J'ai cherché, vraiment. Je n'ai pas trouvé de flan sans gluten, mais en même temps, je ne pouvais pas venir sans ma part de flan. Donc, je sais que vous êtes mariés, vous avez des enfants. Donc, voilà. Donc, si ça peut faire plaisir à quelqu'un de la famille, j'ai quand même apporté ma petite part de flan. Merci. Voilà, c'est ma vie. Donc, effectivement, j'ai la maladie cœliaque, qui est l'intolérance au gluten, qui est une maladie auto-immune et qui est un peu en train d'exploser à cause peut-être, mais vu que c'est toujours diffus, des pesticides, etc. Mais merci, j'aime bien le flan, sachant que je suis portugaise, donc les flans avec pastéis de nata,
Je connais bien. Il y a un débat, hein. Est-ce que c'est du flan ou pas là, mais ce n'est pas l'objet. Bah si, c'est du flan, non? Je sais Il y a débat. Je sais que chez les flantophiles, il y a un débat, mais ce n'est, Ah bon mais ce n'est pas l'objet du débat. En tout aujourd'hui. cas, c'est très bon, les pastels de Nantes. Ah oui, non, mais ça n'empêche que c'est délicieux. Alors, donc moi, j'ai renoncé à l'avion, voilà. Ça a été dur au début. Ça a pris un peu de temps à partir du moment où ma prise de conscience, là, il y a 4 ans. Et donc c'est pour ça que parfois j'en veux pas aux gens parce que ça prend du temps aussi. Au début j'ai renoncé à d'autres destinations que le Portugal pour aller voir mes parents. Et là récemment, enfin ça fait 2 ans que je veux même plus aller au Portugal en avion. Alors je suis pas idiote, si mes parents ils ont une urgence quelle qu'il soit, il faudrait peut-être que je prenne l'avion, je le prendrai. Mais ça serait que pour quelque chose d'exceptionnel. Donc si je peux prévoir, je ne prends plus l'avion. Et pourtant j'ai fait le tour du monde. J'ai beaucoup voyagé quand j'ai travaillé dans le luxe, dans le monde entier pour mon travail. Donc je considère qu'il y a assez de carbone dans le ciel par ma faute. Donc je m'arrête là. Même si c'est un triste renoncement, voilà. Surtout que le réseau ferroviaire se développe plutôt bien en Europe. Oui. Alors c'est vrai que le Portugal, alors je suis allé au Portugal en train. On va pas se mentir, c'est pas le trajet le plus simple du monde. Bah, Donc, c'est là, vrai qu'il y a, ouais. il y a quand même une petite zone grise voilà, au Portugal pour y aller. Mais quand même, globalement, en Europe, on peut se déplacer assez facilement en train. Non, ça va. Après, ça veut dire renoncer à des voyages plus lointains. C'est plus ça Oui, qui tout à est fait, difficile par rapport à l'ouverture culturelle. Après aussi, moi j'ai une remise en cause du tourisme plus globalement. Enfin voilà, toutes ces villes, ces lieux qui deviennent un peu des Disneyland, il faut quand même qu'on se pose des questions sur l'usage du tourisme, qui à la fois c'est génial de s'ouvrir, mais ça dépend de l'ouverture quoi. Si c'est une ouverture pour se retrouver avec les mêmes gens voilà. Bon, Parler bref, de ces c'est- grands resorts voilà. all-inclusive. Oui, ou même pas. Enfin voilà. Bon, c'est un autre débat. Donc l'avion. Et après, bon, pour l'instant, ce qui est difficile pour moi, alors je mange quasiment plus de viande, mais ayant la maladie cœliaque, ça veut dire, c'est tout le gluten. Donc parfois, ça peut m'arriver où je peux manger rien d'autre. En fait, je peux vraiment manger 0 gluten. Donc voilà, j'aimerais être végétarienne, mais des fois, c'est trop compliqué de pouvoir arriver dans un restaurant et dire je mange pas de gluten et je mange pas de viande. Voilà, il y a une histoire culturelle où à la fin, ils vont me donner du gluten et là, c'est dangereux pour ma santé. Donc parfois, je suis obligée de faire des compromis. Et puis après, il y a le café. Café compliqué d'arrêter le café. Ouais. Franchement, je sais que souvent les auditeurs disent, vos invités répondent ça. Compliqué. Et pourtant, on sait que c'est bientôt fini, quoi. Avec le réchauffement climatique, le réchauffement climatique, la part des terres qui seront dédiées au café vont se réduire de plus en plus. Donc, il faudrait vraiment commencer à boire de la chicorée à fond. Mais mais j'y suis pas, mais il va falloir un moment, ça sera à prix d'or. Ça sera à prix d'or et puis ça sera sûrement pas bon parce qu'on va aller encore déforester plus haut. Enfin, non. Ouais. Oui, c'est un invité, c'est Nabil Ouakim, si je ne dis pas de bêtises. Lui, il aurait du mal à se passer du chocolat. C'est pareil. C'est un peu pareil. Ouais. Moi, c'est ça. Ouais, et il avait une réflexion assez intéressante sur le chocolat. Il comparait le chocolat de Côte d'Ivoire et le chocolat du Pérou. Et il disait que finalement, il valait mieux acheter du chocolat du Pérou plutôt que de Côte d'Ivoire. Donc je me suis dit, c'est quand même un peu paradoxal, parce que c'est quand même 2 fois plus loin pour nous. Et finalement, quand on prend la déforestation en compte, voilà, c'est là qu'on a un gros problème. Et puis surtout, en vrai, c'est le protoxyde d'azote, le café, le problème. Ouais. Avec les engrais azotés. Exactement, ouais. C'est l'impact carbone du café, c'est vraiment les engrais azotés plus que la distance. C'est fou. Alors, pour le protoxyde d'azote, donc juste pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est vrai que l'objectif du podcast, c'est aussi de sortir de notre bulle. Donc c'est vrai que c'est un gaz à effet de serre qui est émis notamment à travers les engrais azotés. Et c'est vrai que lui, il coche absolument toutes les cases, c'est-à-dire qu'il reste très longtemps dans l'atmosphère et il a un pouvoir réchauffant. 250 fois plus fort. Voilà, qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Donc voilà. Alors que le méthane, lui, par exemple, est beaucoup plus réchauffant que le CO2, mais il reste beaucoup moins longtemps dans l'atmosphère. Lui, le protoxyde d'azote, il coche vraiment toutes les cases. Et c'est vrai que le café, c'est surtout ça le souci.
Eh bien, Marie-Lou Mauricio, merci beaucoup de m'avoir merci. accordé de votre temps. Donc, je rappelle votre livre Born in PPM. Je vais mettre le lien dans la description du Merci. podcast. Donc, j'incite évidemment toutes les auditrices, les auditeurs à aller l'acheter. Ou sinon, le commander, aller dans sa librairie, le commander, comme ça me permettra de le faire connaître aux libraires. Voilà. Et en plus, voilà, en passant par les librairies indépendantes. Indépendante, bien entendu. Voilà, pour acheter Born in PPM, je ne fais pas d'autopromotion. Je ne vous dis pas d'aller sur la page de l'année 1929. Évidemment, vous verrez par vous-même. Donc, avec ces magnifiques portraits que vous faites en noir et blanc et aussi avec les différents témoignages. Alors, je ne peux pas citer toutes les personnes qui ont écrit, il y en a un paquet. Timothée Paric, Jean Jouzel, Jane Goodall, etc. Donc, vraiment un livre à mettre entre toutes les mains. Et en plus, c'est un très bel objet. Merci. L'éditeur a super bien bossé. Papier bas carbone. Vraiment, je suis super fière de cet ouvrage. Ouais. Eh bien, bravo. Et merci beaucoup, Marie-Lou Mauricio. Merci, Baptiste. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Après avoir entendu Marie-Lou Mauricio, je ne peux que vous encourager à découvrir son univers artistique désormais. Vous trouverez le lien vers son site web et son livre en description de l'émission. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager en donnant votre date de naissance en ppm par exemple, mais aussi à la noter sur Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité et on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines pour un nouvel épisode.